Et bonjour à tous, je vois que les gens sont déjà à l'heure, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonne rentrée à tous, et oui, comme vous l'avez peut-être remarqué, on avait fait une petite pause pendant le mois d'août, et on reprend tout de suite. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à nouveau, Romain Poirot, directeur commercial associé de FrenchMorning.com et du groupe Média. Comme vous le savez, on est présent aux États-Unis depuis maintenant 15 ans. Au Canada, en Angleterre, donc Canada sous la marque Maudit Français et sous la marque French Morning en Angleterre. Merci de vous connecter, où que vous soyez dans le monde. Merci de toujours venir à l'heure. C'est fortement apprécié. Donc, tous les mardis, on vous donne rendez-vous avec un expert ou des experts. Aujourd'hui, on en a un, mais un sacré qui, depuis 10 ans et bientôt plus, investit essentiellement en France, que ce soit à Paris et en région. Aujourd'hui, donc Manuel Ravier, il est fondateur associé de investissementlocatif.com, une très très belle success story française qui s'est développée depuis 2011, aujourd'hui dans 15 villes en France et plus de 120 salariés donc, répartis entre Paris et les régions. La présentation, c'est à peu près comme d'habitude. On va faire 40-45 minutes et à la fin, on prend toutes les questions en direct. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez même en poser déjà tout de suite dans le Q&A et on les prendra à la fin, une par une. Et puis, pour les plus téméraires, je vous invite toujours à lever la main. Donc, vous verrez en bas, en anglais, c'est « raise hand ». Sinon, levez la main et je vous donne la parole et puis vous pouvez nous parler en direct. Vous en faites pas, la webcam ne s'affiche pas. Donc, on aura juste votre voix et ce sera un plaisir de vous entendre. Manu, je te laisse dérouler le programme et à tout de suite. Merci à tous. Bonjour à tous et merci Romain de me passer la main. Bon, en cette période de rentrée, moi j'aime bien utiliser, d'ailleurs je suis en train de faire une mini-retraite avec mon associé où on travaille sur les grands axes d'évolution pour l'entreprise investissement locatif dont on va parler. Je sais que la rentrée c'est souvent un moment où vous avez des bonnes résolutions, de l'énergie, plein de projets et c'est souvent le moment idéal pour faire le point ou peut-être que vous l'avez déjà fait cet été et surtout passer à l'action. Donc moi mon rôle là, dans ces 40 minutes, 1 heure, ça va être déjà de répondre à vos questions, bien évidemment, à la fin, avec grand plaisir, si vous en posez. Ça va être de vous donner des pistes pour passer à l'action dans l'immobilier locatif, même si on va beaucoup parler d'investissement en France, puisque c'est ce que je maîtrise. Et puis, voilà, si vous avez des questions, encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, pourquoi cette conférence? La logique, c'est quoi? C'est que grâce au contenu que je vais vous donner, vous ayez des pistes, des cartes en main pour pouvoir développer des revenus passifs. Revenus passifs, tout simplement, c'est des revenus qui ne sont pas liés à votre travail. Donc, moi, si je ne me lève pas le matin, aujourd'hui, j'ai quand même des loyers qui vont tomber à la fin du mois. Et donc, je vais quand même générer des revenus sans travailler. Bien évidemment, je travaille à côté parce que c'est une passion. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de travailler si vous aimez ce que vous faites, mais que vous avez comme un backup et que vous avez une inertie, on va le voir après, avec ces loyers qui vont tomber de manière automatique. Peut-être que vous souhaitez développer un patrimoine également, donc c'est un peu dans la même logique, un patrimoine pour votre retraite, pour votre famille. Moi, c'était vraiment ma motivation quand j'ai démarré, de pouvoir, on en reparlera peut-être un petit peu après, mais pouvoir sécuriser ma famille, puisque je ne viens pas d'une famille spécialement aisée et que quasiment toute ma famille travaille dans le social en France, ce qui fait qu'ils sont assez mal payés. Et donc, je me suis toujours dit, si mes parents ont un pépin, si mes 2 sœurs ont un pépin, si mes enfants ont le besoin, je veux être en mesure en tout cas d'aider sur des choses essentielles. Je ne parle pas de les aider à s'acheter le dernier écran plat, mais je parle vraiment de pouvoir être aussi en backup et de pouvoir aussi, si possible, aider les gens que j'aime. Peut-être que vous posez aussi des questions concernant votre retraite. C'est souvent le cas sur les non-résidents, on va en reparler après. Ou peut-être préparer un jour un retour en France, puisqu'on voit nous qu'on a aussi des clients qui viennent nous voir parce qu'ils se disent « je voudrais un pied-à-terre pour peut-être ma retraite parce que je pense la passer en France ». Très rapidement, qui je suis? Donc, je m'appelle Manuel. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le cofondateur. J'ai cofondé cette société investissementlocatif.com il y a une dizaine d'années, en fin 2011. On fêterait les 10 ans en novembre, je crois, avec mon associé Michael Zonta. À titre perso,
Je suis investisseur immobilier, j'ai un peu plus de 70 lots. Je pense que là, je rajoute 26 lots d'un coup, donc j'ai autour de 100 lots, des bureaux, des immeubles, des appartements avec une valeur de patrimoine estimée que je co-détiens avec mon associé. Je pense qu'on est plutôt autour de 20 millions d'euros maintenant, ça progresse tout le temps. Je suis conférencier, j'interviens régulièrement, soit dans des conférences en ligne, surtout depuis le Covid, mais également dans des événements physiques qui attirent des investisseurs. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à partager ma passion pour l'investissement. Et vous pouvez me rejoindre et me suivre si vous voulez des tips et des conseils sur Instagram, où il y a à peu près 90 000 personnes qui me suivent, sur LinkedIn, où je dois avoir 20 000 personnes qui me suivent, ou sur notre chaîne YouTube, où on a 400 vidéos gratuites. C'est pas de la pub, là, j'ai rien à vendre, mais on a 400 vidéos où c'est vraiment des petites vidéos de conseils assez courtes, d'une dizaine de minutes, où vous allez trouver des réponses aux questions peut-être que vous posez sur l'investissement immobilier. On a formé des milliers et des milliers de gens. Pour vous dire, la dernière fois que je suis revenu de Zanzibar il y a quelques mois, dans l'avion juste devant, j'avais un non-résident qui vit en Australie et qui m'a dit « Je ne suis pas client, mais j'ai appris grâce à vos vidéos et je vous remercie. » Donc vraiment, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à creuser avec ça parce que c'est des ressources qu'on a mis beaucoup de temps à construire sur plusieurs années et qui aident vraiment beaucoup de gens. La société que j'ai cofondée, donc on a mis début 2012 parce que c'est décembre 2011. Aujourd'hui, on a commencé à 2, on est un peu plus de 120, donc on est très fiers d'avoir cette équipe autour de nous. On a fait investir, les chiffres sont dépassés, beaucoup plus que ça. On a fait investir, je pense, 250 millions d'euros dans des projets immobiliers. On a fait 500 opérations en 2020, on va en faire plus que ça cette année. Et on a une vingtaine d'implantations régionales, donc dans la plupart des grandes villes françaises, Paris, Lyon, Bordeaux. On est présent à Marseille, on est en train d'ouvrir la ville Nice, on est présent à Lille, où on fait beaucoup de choses, à Rennes, à Nantes, à Grenoble, même à Saint-Étienne, à Lyon, enfin bref, dans énormément de villes en France. Donc si vous avez un projet, on saura avoir des équipes locales qui pourront vous accompagner à ces endroits-là. Voilà, donc si vous êtes ici, je vais rentrer après dans l'essentiel de la méthode que je vais vous transmettre pour investir dans l'immobilier et être rentable. Mais si vous êtes ici, c'est probablement que vous sentez l'urgence pour certains de se préparer à un futur incertain. On l'a vu pendant la crise du Covid, beaucoup de gens se sont posés des questions. Certains, dans des pays où le travail était très flexible, je pense notamment à nos amis qui sont résidents aux États-Unis, comme c'est peut-être ton cas, Romain, ça a un peu rebattu les cartes parce qu'en France, on a une énorme sécurité avec des aides qui se déversent automatiquement, mais ce n'est pas le cas partout. Et ça nous fait prendre conscience encore plus de l'essentiel, c'est d'avoir un matelas de sécurité, de se dire, même s'il y a un pépin, même si on a une crise Covid ou autre, ou un effondrement de l'économie, j'ai quand même de quoi protéger ma famille et puis sécuriser ma situation. Peut-être que vous avez envie aujourd'hui de transformer une partie de votre épargne. On voit beaucoup de gens ont épargné pendant la période Covid. L'épargne des Français a explosé. Et cette épargne-là, si vous la laissez sur un livret A, elle est mal rémunérée. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, on en reparlera juste après, les sujets autour de l'inflation. Mais il y a un vrai sujet autour du retour de l'inflation, encore plus aux États-Unis, mais c'est aussi le cas en Europe et partout dans le monde. Globalement, on a imprimé beaucoup de monnaie et ça pose des sujets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix commencent à augmenter de manière très sérieuse. Et donc, avec ça, on voit, et ça concerne aussi l'immobilier, que les actifs, leur prix augmente. Donc, pour acheter le même actif, il faut mettre plus d'argent sur la table. Or, les salaires n'ont pas encore suivi, même si on voit qu'il y a un frémissement. Et ce qui veut dire que le but, c'est d'acheter des actifs pour qu'ils se valorisent et que ça vous protège de l'inflation. À l'inverse de détenir du cash dont la valeur finalement et la capacité que vous allez avoir avec ce cash va diminuer. Peut-être que vous souhaitez vous enrichir tout simplement, ce n'est pas un gros mot chez nous, s'enrichir et développer son patrimoine sans alourdir vos impôts, on va voir comment, ou on l'a vu, préparer votre retraite en France. Les signes de l'impréparation, les signes qui peut-être vous mettent en risque aujourd'hui, si c'est votre cas, c'est de vivre uniquement, et on le voit avec des non-résidents, vous avez peut-être un très bon salaire, une très bonne rémunération, mais vivre uniquement avec les revenus de son travail et tout dépenser, sans investir, sans utiliser l'effet de levier bancaire, ça va être le sujet. Le problème, c'est que demain, si ça change au niveau de ces revenus-là, s'il y a un changement dans votre travail, il peut tout arriver, y compris, comme dit souvent mon notaire, d'une manière légère, on va dire, il me dit, Emmanuel, si tu as la mauvaise idée de mourir, bon, sans aller jusqu'à la mort, mais on peut avoir des accidents, il peut se passer plein de choses dans la vie, pas que des bonnes nouvelles malheureusement. Il faut que vous ayez quelque chose qui puisse vous sécuriser, même dans ces situations-là qui peuvent être tristes, ou sécuriser vos proches. Moi, c'est quelque chose, et je vous donnerai une astuce là-dessus après, mais avec l'immobilier, c'est évidemment faisable. Peut-être que vous laissez gonfler votre compte courant, on l'a vu, danger, vous perdez de la valeur en fait à cause de l'inflation qui vient rogner la capacité que vous allez avoir avec cet argent. Ou laisser son épargne dormir, on rate des opportunités d'investissement, on va en parler juste après. Alors, les plus communes des erreurs, on va le voir, mais l'erreur numéro 1, c'est parfois de vouloir tout faire tout seul
et du coup de ne rien faire. C'est-à-dire que faire tout seul, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, comme je l'ai pris dans mon exemple juste avant, la personne que j'ai croisée dans l'avion qui vit en Australie, et c'est vraiment une histoire vraie, donc c'est assez drôle. Il m'a dit, bah voilà, je me suis formé avec toutes vos vidéos, j'avais un moment off au tout début de la crise du Covid, j'en ai profité pour revenir en France depuis l'Australie. Il a pu revenir et il a passé 3 mois à chercher lui-même un bien immobilier, c'était son souhait, et à gérer le projet. Il l'a fait tout seul, c'est possible. Et je vous encourage vraiment à le faire si c'est votre souhait. En revanche, parfois, il faut faire attention quand on veut tout faire tout seul. Souvent, on ne prend pas le temps de le faire. On se dit, je vais le faire, mais on ne le fait pas parce que vous avez plein de choses à faire. Vous avez votre travail, vous avez peut-être votre famille, vous avez vos hobbies. Le temps passe vite et le risque, c'est finalement de ne pas passer à l'action parce qu'on voulait le faire soi-même. Se ruer sur les logements neufs qui peuvent être des bons produits, mais attention quand même aux résidences gérées, c'est-à-dire tout ce qui est les fameux loyers garantis, entre guillemets. Il y a plein de raisons et j'ai fait des vidéos là-dessus sur la chaîne YouTube, donc je ne pourrais pas tout détailler, mais c'est quand on gratte, pas souvent les meilleurs investissements. Je préfère vous le dire, c'est mieux de faire ça que de rien faire, mais souvent vous allez avoir un bien qui va perdre de la valeur sur les années pour plein de raisons, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'attire votre attention. Renseignez-vous bien et pas simplement avec les vendeurs de Pinel qui, eux, bien sûr, vont vous vendre leur salade. Attendre l'affaire du siècle, ça, c'est une erreur qui est vraiment fréquente. Moi, j'ai un ami qui, quand j'ai commencé à investir, me disait, Manuel, je cherche, mais je cherche l'affaire du siècle, je vois des bonnes affaires, mais je ne vois pas encore l'affaire que je veux saisir, l'affaire du siècle. Et en fait, il a attendu plusieurs années. Le problème, c'est que l'immobilier et le marché montent, en règle générale, en permanence. C'est encore le cas aujourd'hui. On parlera bien sûr du marché pendant le Covid et post-Covid. Mais aujourd'hui, en fait, il avait attendu sur un marché parisien et il a acheté 3 ans après son premier bien qui avait pris 20%, sur un marché qui avait pris 20%. Donc, il a perdu de l'argent à attendre. Et en plus de ça, pendant ces 3 années-là, il n'a pas encaissé de loyer, il n'a pas remboursé la banque. Donc, voilà, l'immobilier, le facteur temps est un facteur hyper important. Plus vite vous vous lancez, plus vite vous serez propriétaire du bien parce que mécaniquement, plus vite vous aurez remboursé le loyer, le crédit, et plus vite vous encaisserez des loyers, et plus vite vous rentrez dans l'aventure immobilière avec des courbes immobilières qui continuent de monter et qui s'accélèrent dans pas mal de villes, même dans la crise Covid. Donc voilà, ne pas attendre l'affaire du siècle. Enfin, bien sûr, je ne vous dis pas d'acheter n'importe quoi, bien acheter, ça c'est très important, mais mieux vaut bien acheter que ne pas acheter l'affaire du siècle. C'est un peu mon message. Générer un cash flow négatif, on va le voir aussi. Le but, c'est d'équilibrer vos investissements pour pas que ça soit un poids. Souvent en Pinel, quand vous achetez un Pinel, pour vous prendre un exemple, on va vous dire, voilà, super, je vous vends un projet sur 20 ans et vous ne devez rajouter pour ce bien à 100 000 que 350 € par mois. C'est peut-être bien, c'est mieux, et on vous vante la capacité d'épargne. Le problème, c'est que si une fois de plus, votre situation professionnelle change, si vous avez un imprévu, si vous avez besoin de cash, si vous voulez multiplier les projets, on comprend bien que je ne peux pas dire je fais 3 projets, chaque mois je rajoute 1 000 €. Parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une limite au niveau de la banque et une limite au niveau de votre capacité justement à mobiliser de l'argent et à en rajouter. Donc, ça peut devenir dangereux. Voilà. Donc, pour récapituler, puisque la présentation, je crois, vous sera envoyée par Romain, l'investissement en temps et les risques sont importants. Si vous ne passez pas à l'action, il y a aussi un vrai savoir-faire, bien sûr. Donc, il faut se former et prendre du temps pour se former si vous voulez faire les choses tout seul. Se ruer sur le neuf, une fausse bonne idée. Attendre l'affaire du siècle, voilà, dans 5 ans, vous regretterez l'affaire d'aujourd'hui si vous ne passez pas à l'action. Et c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est toujours passé. Globalement, si on regarde sur les 50 dernières années, les courbes d'évolution des prix de l'immobilier en France sont disponibles. Je vous invite à les regarder. Et voilà, on pourra vous les envoyer aussi avec la présentation. Générer un cash flow négatif, voilà, n'achetez pas ce qu'on appelle acheter une dette, c'est-à-dire finalement investir et que ça vous coûte chaque mois, que ce soit difficile derrière à supporter parce que vous ne pourrez pas multiplier les projets et puis la banque va vous bloquer. La meilleure solution aujourd'hui, selon moi, c'est quoi? Déjà, c'est d'investir à crédit. Souvent, j'ai des gens qui viennent me voir, qui sont non-résidents, qui ont pu épargner, parce que vous avez, certains d'entre vous en tout cas, ont des revenus très importants à l'étranger. Et c'est un des avantages aussi à être dans des pays où le revenu peut être considérable. Je le sais, j'ai des amis qui sont non-résidents et je sais qu'à travail égal, parfois, on a des revenus nettement supérieurs, qu'on soit en Suisse, qu'on soit en Angleterre, qu'on soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Voilà. Donc, ne dites pas, comme j'ai de l'épargne et comme j'ai pu épargner, j'achète cash. Ça, c'est une première erreur. Même si vous avez beaucoup d'argent, moi, mon conseil, c'est de faire de la dette. De faire de la dette en mobilisant un apport, l'apport que la banque va vous demander, on va en parler après, mais de ne pas partir en se disant, comme j'ai l'argent disponible, je vais tout mettre et je vais acheter cash. Ça, c'est vraiment un mauvais plan et on va le voir pourquoi, mais c'est que la logique, c'est ce fameux effet de levier bancaire. Concrètement, si vous mettez 30% d'apport, vous avez un effet de levier x3. C'est-à-dire que vous investissez dans un bien pour faire un chiffre rond à 100 000 €.
Vous mobilisez 30 000 euros, la banque vous prête 70 000, c'est un exemple sur le montant, peu importe le multiple. Et ça va vous permettre d'avoir un rendement locatif, par exemple, de 6%, non pas sur les 30 000 euros que vous avez mobilisés, mais bien sur les 100 000 euros du budget total, donc de votre apport plus du montant prêté par la banque. Donc, si je regarde le rendement que vous allez avoir sur les 30 000 euros mobilisés, il va donc être de 6% sur 100 000. Et si on regarde avec l'effet de levier, concrètement, on a un effet de levier x3 dans mon exemple, puisqu'on a apporté un tiers en financement sur fonds propres. Et donc, on va avoir un rendement de 18%, c'est-à-dire 6% de rendement sur le bien multiplié par l'effet de levier, qui est un effet de levier 3 si vous apportez un tiers. Et moins vous apportez, plus le levier va être important et plus votre rendement final sera élevé. Bien sûr, vous avez compris que j'ai schématisé, puisqu'il faudrait rajouter le coût de l'argent, c'est-à-dire que l'argent qui vous est prêté, il va y avoir des intérêts qui vont être entre guillemets perdus au service de la dette. Donc voilà, c'est vraiment pour que vous ayez cette logique en tête. 6%, levier x3, j'ai 18% de rendement sur mon opération. En vérité, un peu moins, parce qu'il y a des frottements au niveau justement des intérêts d'emprunt, mais la logique est quand même là. Donc on multiplie en fait son rendement sur l'argent mobilisé. Donc si vous avez 100 000 d'apport, dans l'absolu, je préfère faire 3 projets avec 30 000, 30 000, 30 000 d'apport si la banque me suit, ce qui va me permettre d'avoir 18% de rendement à chaque fois et donc 18% de rendement sur 100 000, puisque j'ai finalement apporté 100 000, j'ai investi 300 000 au total, donc j'ai un rendement de 6% sur 300 000, alors que si j'avais acheté cash, j'aurais 6% de rendement sur 100 000. Est-ce que c'est clair, Romain, déjà là? Parce que ça me paraît évident à moi, mais je ne sais pas. Alors pour moi, c'est très clair, mais après, on parle de ce sujet depuis des années ensemble, toi et moi, donc c'est un sujet qui me paraît assez clair. On a Dites-le dans les Marie qui nous questions. dit, Ouais. il y a Marie qui nous dit que c'est clair, Isabelle qui nous dit que c'est rapide. Voilà. J'essaie d'avancer parce que ça va être long sinon. Ouais. Mais on pourra en S'il y a reparler après. d'autres, Ouais. très clair de Christophe, très clair de Damien, voilà. Donc, Parfait, super clair. De toute façon, je répondrai aux questions à la fin. Donc, s'il y a des sujets, notez-les quelque part. Si vous avez des sujets à m'adresser, si vous voulez que je revienne un peu plus en Zoom, comme ça, on a le temps d'avancer sur la présentation. Puis à la fin, je reviens bien sûr sur ces sujets-là, qui est un sujet hyper important puisque pour clore sur l'effet de levier, la dette, c'est ce qui fait que l'immobilier est aussi rentable en vérité. C'est-à-dire que, est-ce que c'est intéressant d'investir sans apport? Oui, c'est plus intéressant que de laisser son argent sur un livret A, mais l'effet de levier du crédit, rend l'immobilier particulièrement intéressant par rapport aux autres placements. Voilà, pour faire simple. Donc, essayez toujours au maximum d'avoir de la dette. Et pour finir sur la dette, on pourrait y revenir. Essayez de prendre une dette la plus longue possible, tout en restant raisonnable. On ne va pas emprunter sur 35 ans, mais une dette, par exemple, un crédit sur 20 ans, ça me paraît aujourd'hui très bien, tout en tenant compte, bien évidemment, de votre âge. Si vous me dites, Manuel, j'ai 65 ans, ce sera plus compliqué d'emprunter sur 20 ans, ce ne sera pas adapté. Mais si vous pouvez, jusqu'à 50 ans, globalement, vous pouvez emprunter sur 20 ans. Après, peut-être que les banques vont vous dire, on va essayer de réduire sur 15 ans. Et je suis en train de réfléchir parce que mes parents ont fait un projet à 60 ans et je crois qu'ils ont emprunté sur 15 ans. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Les banques acceptent que le crédit aille jusqu'à 75 ans. Avec quelques sujets, plus on prend de l'âge, sur la partie assurance de prêt, on pourra en reparler à la fin. Plus vous êtes âgé, plus il y a un risque, malheureusement, au niveau de votre santé, c'est le cas pour moi aussi, pour tout le monde, et plus le taux d'assurance de prêt va augmenter légèrement, et ça vaudra le coup d'en reparler peut-être et de challenger les banques là-dessus, parce qu'il peut y avoir des très gros écarts. On va y revenir. Je mon voulais vous père a parler 70 ans, et il s'est fait financer il y a 6 mois. comme quoi. Donc voilà, donc c'est possible, il faut trouver les bons partenaires et les bonnes banques. Voilà. Là, j'ai pris un exemple sur la retraite. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous sont non-résidents, la majorité, je pense, mais je ne connais pas les systèmes de retraite de tous les pays du monde. Globalement, on a un système plutôt favorable en France. Dans d'autres pays, peut-être que vous constituez votre retraite de manière privée. Je sais qu'on a des clients qui sont à Dubaï, ils ont l'obligation, ils gagnent très bien leur vie en règle générale, ils ont l'obligation de préparer eux-mêmes leur retraite parce qu'il n'y a rien. Ils peuvent cotiser à des organismes privés. En France, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a une dégradation. Je ne fais pas de politique ni de polémique, j'ai mon avis là-dessus, mais il n'est pas très intéressant, c'est un avis perso. En tout cas, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a une dégradation du système des retraites, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler plus longtemps et pour avoir un montant de retraite qui sera plus faible, pour avoir une pension plus faible. Voilà.
C'est mécanique. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'on a un vieillissement de la population en France qui est très important. Et donc, ça veut dire qu'on aura moins de cotisants et ça veut dire qu'on va devoir travailler plus longtemps et cotiser plus pour avoir moins, globalement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. On doit aussi se dire, si je ne veux pas être dans une situation difficile à la retraite et faire partie de ces retraités qui sont retraités pauvres, hein, on va le dire, et c'est très compliqué, c'est déjà assez compliqué quand on arrête de travailler à un certain âge, de se dire qu'on a ce certain âge, qu'on doit retrouver des occupations, etc. Je l'ai vu avec mes parents. Si en plus on a un coup de massue financier où on nous dit, comme ça peut être le cas de ce qu'a calculé mon père, j'aimais aller voir mes enfants, les gâter, faire des voyages, je vais pouvoir continuer, mais j'ai une réduction de mon niveau de vie. C'est un peu la double peine. Donc autant l'anticiper et essayer d'anticiper avec des revenus locatifs en amont, et ça se prépare vraiment longtemps à l'avance. Là, j'ai pris un exemple. Aujourd'hui, on voit que quelqu'un qui ferait partie des très hauts salaires en France, qui aurait 10 000 euros, j'ai fait un exemple uniquement, de revenus par mois, aurait une retraite de 5 550 euros, donc quasiment 50%. Vous allez peut-être me dire, Manuel, c'est énorme, 5 500 euros de retraite. Oui, évidemment. Mais je me suis basé sur un revenu à 10 000 euros. Et je peux vous garantir que vous gagnez 3 000, 5 000, 10 000 ou 20 000 euros, on s'habitue à avoir un certain train de vie. Et quand on divise par deux ces revenus, je pense que vous serez d'accord avec moi, quel que soit le montant, ça fait mal. Voilà. Donc, autant l'anticiper. Vous pouvez d'ailleurs faire un test, et je vous enverrai le lien dans le replay, il faudra m'y faire penser, Romain, sur le site, puisqu'il y a un site très bien fait de l'État, pour calculer la pension qu'on va avoir, à quel âge on doit partir à la retraite, en sachant que c'est le calcul d'aujourd'hui et que ça évolue défavorablement d'année en année. Mais déjà aujourd'hui, ça peut parfois être un électrochoc qui va être salutaire pour vous et qui va vous pousser à passer à l'action, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres types d'investissements. Voilà. Les opportunités maintenant. Donc voilà, on voit que l'immobilier, globalement, les prix augmentent en permanence. Et on a beaucoup de presse cette année qui nous interviewe. Là, on a été cette semaine dans Les Échos, Mieux vivre votre argent, où on nous interrogeait encore hier sur les villes moyennes qui augmentent énormément. On voit qu'on a un boom des villes moyennes aujourd'hui. Les prix des villes moyennes augmentent. Je vais vous parler un peu des marchés. Mais globalement, si on regarde la France, le marché ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire que le prix au mètre carré en France ne fait qu'augmenter depuis, là je suis remonté à 2000, mais j'aurais pu vous mettre un graphe des années 50. Il y a des petits épisodes de consolidation en permanence, mais globalement, ça ne fait qu'augmenter. Et on comprend pourquoi. C'est-à-dire qu'on a une inflation monétaire. Donc on rajoute de la monnaie. Donc à minima, il y a plus de monnaie en circulation pour le même volume d'actifs, puisqu'il n'y a pas les logements, on n'en construit pas assez chaque année. Donc il y a un déficit qui se creuse d'année en année par rapport au nombre de Français. Et donc on voit qu'on a une inflation sur les prix de l'immobilier. Voilà. Je vais vous prendre un petit exemple pour peut-être vous motiver ou vous donner un exemple concret. Quand j'ai démarré à titre perso, donc je n'ai pas commencé à titre perso à investir dès le début. Pourquoi? Parce qu'au tout début de la création de l'entreprise, pendant 3 ans, je n'avais pas les 3 bilans, donc je n'étais pas finançable. Donc j'ai commencé après. Donc j'ai d'abord dû faire des super OP aux clients et après seulement, j'ai pu commencer moi à investir dans l'immobilier. Mon premier bien, je l'ai acheté à Paris 11e, rue Saint-Maur, exactement au 148 rue Saint-Maur, pour les curieux. Dans un quartier qui était déjà très bien, un quartier qui était montant et qui s'est encore valorisé depuis. Donc, ce projet qui faisait 80 mètres carrés, j'ai acheté, je vous l'ai mis là, prix FAI, il y avait 30 000 euros de frais d'agent, j'ai acheté 480 000 euros. J'ai acheté 6 000 euros tout rond le mètre carré. C'était déjà une très bonne affaire à l'époque, mais le marché a monté depuis. On voit qu'en 5 ans, depuis que je l'ai acheté, le marché a augmenté là-bas de 30%. C'est-à-dire que ce bien-là que j'ai acheté 480 000 euros, j'ai réalisé des travaux et j'ai payé des frais notaires qui m'a coûté, vous voyez la ligne en dessous, 560 000 euros. Aujourd'hui, c'est 80 mètres carrés au 2e étage, au 148 rue Saint-Maur, pour être parfaitement précis. Ça vaut, selon les estimations, environ 900 000 euros. C'est-à-dire qu'en plus-value, sans avoir travaillé, au-delà du fait d'avoir trouvé l'affaire, d'avoir fait les travaux, depuis il est loué, je l'ai divisé en deux, en plus je l'ai loué à 2 locataires, il me rapporte de l'argent chaque mois qui couvre le loyer. Et en plus de ça, en plus d'avoir remboursé mon crédit, ce qui est la partie amortissement du capital, donc la partie crédit pur est d'environ, je crois, 2 200 euros par mois, quelque chose comme ça. Ce qui fait que chaque année, je rembourse à la banque 25 000 euros, donc sur 5 ans, ça fait 75 000. Non, ça fait 125 000. Ouais, excusez-moi pour le calcul douteux. Donc, j'ai remboursé à la banque déjà 125 000 euros sur l'argent emprunté initialement. Et en plus de ça, le bien s'est valorisé en 7 ans de 340 000 euros. Ce qui veut dire que je me suis enrichi juste sur cette opération-là, et j'en ai fait beaucoup d'autres à titre personnel, et c'est le cas, c'est exactement pareil pour nos clients. Eh bien, je me suis enrichi de 340 000 euros avant impôt sur les plus-values en 7 ans, sans compter le remboursement du capital.
ce qui est considérable. C'est-à-dire que c'est comme si chaque année, j'avais épargné 50 000 euros. Et là, je voulais vous poser la question et que vous puissiez peut-être répondre dans le chat. Je ne sais pas, ça dépend combien vous gagnez évidemment, mais est-ce que c'est facile pour vous, après avoir payé tous vos impôts sur votre revenu du travail, d'épargner chaque année 50 000 euros? Est-ce que vous pouvez me le dire dans les réponses dans le chat? Est-ce que c'est facile pour vous, en sachant que c'est un seul bien? Voilà. Donc, on voit que grâce à l'immobilier, d'une manière passive, je me suis enrichi énormément. Donc, si je rajoute l'amortissement du capital, ça va faire 500 000 euros. Et quand je vais payer ma plus-value, ils vont me retirer à peu près un tiers de ces 340 000 euros de plus-value. Donc, voilà, je me suis enrichi de 350 à 400 000 euros net d'impôts. Est-ce que c'est facile de faire ça avec les revenus de son travail? Moi, en tout cas, qui travaille en France et qui gagne très, très bien ma vie, parce que je gère une entreprise où on est 120 et que je travaille beaucoup, mais même moi qui gagne très bien ma vie, je vois ce qui me reste après impôt. La tranche la plus haute est à 41%. Donc, c'est simple sur moi. Il y a des gens en France qui payent même 45% d'impôts sur leur tranche la plus haute, ce qui veut dire que pour économiser 50 000 euros, il aurait fallu que j'ai 100 000 euros quasiment, parce qu'ils me prennent à peu près la moitié en impôts, de revenus que je n'utilisais pas. C'est énorme. C'est un effort considérable pour l'entreprise. C'est beaucoup de boulot, alors que là, finalement, je l'ai fait. Et je vais vous expliquer juste après comment. Mais je l'ai fait vraiment. Voilà, qui s'est épargné 490 000 euros en 7 ans avec son travail. Alors, je vais regarder juste les réponses, puis après, on va passer un peu plus à la méthode. Très clair, oui, question. Alors, est-ce que je veux… Non, je n'ai pas eu de réponse là-dessus jusqu'à maintenant. Bon. Mais oui, c'est pas évident d'épargner autant. Et en tout cas, c'est un levier, même si vous arriviez à épargner autant, c'est un levier supplémentaire. Pourquoi s'en priver? C'est vraiment la logique. Hop. Donc, je vais passer maintenant. Donc, moi, comment je vois l'immobilier, et ça va faire le lien avec ce que je viens de vous dire. Moi, dans ma tête, depuis le début, je vois l'immobilier un peu comme une fusée. Si je dois faire une analogie un peu, je ne suis pas un poète, mais voilà, je vois une fusée. Pourquoi? Parce qu'au tout début du projet, il faut trouver le bien, il faut suivre les travaux, il faut meubler et décorer l'appartement, il faut passer du temps avec la banque, il faut passer du temps avec le notaire. Honnêtement, c'est beaucoup de boulot et c'est chiant. C'est des dizaines, des centaines d'heures de travail sur une opération. C'est chiant. Et si vous avez la phobie administrative, honnêtement, c'est compliqué. Mais bon, c'est aussi hyper intéressant intellectuellement, évidemment, de trouver la bonne affaire, de l'analyser, de voir le logement se transformer. Enfin, ce n'est pas que du négatif, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais là, je parle vraiment d'une vision financière. C'est du temps. C'est plus de temps que d'acheter des actions en bourse. On va se dire la vérité. Ensuite, une fois que j'ai lancé ma fusée, que j'ai fait tout ça et que mon bien est loué, par contre, mon investissement, si je continue ma métaphore, j'ai mis en orbite la fusée. Ça tourne tout seul et je m'enrichis. Là, on le voit. On l'a vu sur ce projet-là. On aurait pu le voir sur un plus petit projet. Je me serais évidemment moins enrichi. Ou sur un plus gros, j'aurais gagné encore plus d'argent. Mais ce que je veux juste vous faire toucher du doigt, c'est que si vous lancez des projets, et je vous le garantis, c'est le cas d'énormément de nos clients, vous allez lancer un projet, on va gérer le projet. Ça va vous consommer quand même un tout petit peu de temps en suivi, même si c'est nous qui gérons pour vous. Mais une fois qu'il est lancé et que c'est loué, vous allez vous dire, ça tourne tout seul, j'en lance un nouveau. Dès que la banque va me dire OK sur un crédit, je vais en lancer un nouveau parce que j'ai mis ma fusée en orbite et c'est un système indépendant. Chaque bien est finalement un système qui me permet en fait de développer mon patrimoine et de m'enrichir. Donc voilà, c'est vraiment la logique que vous devez avoir. Au début, beaucoup d'efforts pour trouver le bien, suivre les travaux, optimiser tout, passer du temps sur la partie notariale, la partie financement. Je lance ma fusée et elle est en orbite, ça tourne et je m'enrichis sans rien faire. Il y a un petit peu de gestion quand même derrière, changement de locataire, il y a un dégât des eaux, une fuite, on a tous des choses, ça fait partie du jeu en immobilier, mais au final, vous serez énormément enrichi grâce à l'effet de levier du crédit et grâce au loyer qui tombe. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Je sais que je vais assez vite. J'avais coupé le chat pour qu'on concentre les questions dans le Q&A. Donc, j'ai réactivé le chat pour les gens qui préféraient écrire dans le chat. On a pas mal de questions, mais je ne sais pas s'il vaut peut-être pas mieux les prendre à la fin. Ou Je peux faire déjà un aparté. Alors, Karim nous dit un bémol, la simulation ne tient pas compte d'imprévus courants pour les propriétaires, gros travaux impayés, etc. Absolument, Karim, et je tiens vraiment à avoir un discours de vérité. L'immobilier n'est pas de la bourse. Et il faut savoir qu'il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses sur la durée de vie du bien. Après, en fait, il faut avoir, et je ne dis pas que c'est facile, moi ça fait 10 ans que je fais ça, il faut arriver à avoir un état d'esprit, un mindset d'investisseur et de se dire, oui, sur mon exemple là, par exemple, sur les 80 mètres carrés rue Saint-Maur, c'est une copropriété années 70. Ils ont changé une porte de garage, donc il y a beaucoup de copropriétaires. Ils ont changé une porte de garage. Une année, ça m'a coûté 3 000 euros. Juste ma quote-part, ça m'a coûté 3 000 euros. J'aurais pu me dire, oh, c'est pourri, c'est pas intéressant, je revends tout. Imagine, j'ai dû payer 3 000 euros de charges qui n'étaient pas prévues pour entretenir parce que la porte de garage s'est cassée. Oui, mais quand je regarde quand même par rapport à l'argent que j'ai fait, en fait, il faut arriver à relativiser, de se dire, ça ne me fait pas plaisir de les sortir.
Ça ne me fait pas plaisir, ce n'était pas prévu, mais au final, je me suis quand même énormément enrichi. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison, il y a toujours des frais imprévus. On refait une cage d'escalier parce qu'elle est dégradée, que c'est voté par la copro. Il faut entretenir la bâtisse et c'est aussi l'entretien de votre patrimoine. Donc, il faut vraiment se dire à chaque fois, j'entretiens aussi mon patrimoine. C'est aussi c'est la façon de penser. Maud me dit, peut-on emprunter facilement quand on est non-résident? Pour en reparler à la fin. Facilement, ça dépend des pays, ça dépend de la situation de la personne. C'est pas facile, c'est parfois des circuits particuliers, ça va être des banques particulières qui ont l'habitude et l'appétence pour justement pour les dossiers de non-résidents. On pourra vous mettre en relation, on pourra vous aider si vous parlez avec notre équipe. On pourra vous mettre en relation sans que ça vous engage absolument à rien, mais avec des spécialistes du financement des non-résidents. Mais non, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Les taux vont être un peu plus élevés en termes de taux. C'est pas, ils vont rajouter 0,2 à 0,5%, ça ne va pas être majeur. Les taux restent très bas. J'ai vu aujourd'hui que c'est un nouveau record aujourd'hui historique. On a 1% de moyenne sur 20 ans. Donc, si vous êtes non-résident, vous allez emprunter sur 20 ans à 1,5, 1,3, ce qui reste incroyable parce qu'aujourd'hui, si vous êtes aux États-Unis, vous connaissez peut-être les taux là-bas, c'est beaucoup plus élevé que ça. Ensuite, sur l'apport, les banques vont vous demander en tant que non-résident, et je finirai là-dessus parce qu'on me le demande aussi, ils vont vous demander un apport minimum d'à peu près 30% minimum ou 35% de contrepartie. Donc, ce n'est pas forcément que de l'apport dans le projet. Parfois, ils vont vous dire, vous placez 20% d'épargne sur des actions chez nous, enfin, des actions que vous choisissez, mais qui sont dans notre banque, et à côté, vous mettez 15% d'apport et on vous suit. Voilà. Donc, chaque banque va être adaptée à une situation particulière. J'ai des clients qui sont des entrepreneurs multimillionnaires. On les envoie dans des banques privées, des banques spécialisées qui savent très, très bien faire ça pour les non-résidents. Si vous voulez faire un projet à 150 000 €, on vous enverra vers les bons partenaires, des banques généralistes, par exemple la BNP, mais avec des divisions spéciales non-résidents. Mais ça se fait. C'est un peu plus compliqué, mais et on sait faire. On travaille beaucoup chez Investissement Locatif avec des non-résidents. Je reprends. Se financer, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Je voulais juste te dire, je vais recouper le chat parce que le problème, c'est qu'on aimerait centraliser les questions au même endroit. Donc, si ça ne vous dérange pas de passer par le question-réponse tous, quand vous avez des questions, c'est plus simple pour nous pour traiter les questions et puis on sait au moins qu'on a déjà répondu aux questions. Donc, on va passer par le question-réponse, ce sera plus simple. Pour les gens qui nous suivent sur Facebook Live, vous en faites pas, je regarde aussi et je poserai vos questions à Emmanuel à la fin. Voilà. Ça veut dire que tu me trouves bavard. Non, c'est très bien, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, la méthode, déjà en 1, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est se financer. Donc là, je vais pouvoir peut-être mieux vous répondre sur la partie financement. Donc, moi, j'ai été éduqué par une mère assistante sociale. Ce n'est pas pour raconter encore ma vie, mais en France, souvent, on est éduqué, et c'est plutôt sain en France, alors que ça peut être différent dans l'éducation américaine, à éviter le crédit. C'est-à-dire que moi, ma mère, toute sa vie, s'occupait de dossiers de surendettement en tant qu'assistante sociale, m'a dit, Manuel, le crédit, globalement, c'est mal. Elle ne me l'a pas dit comme ça, mais c'est ce que j'ai compris. Il faut l'éviter à tout prix. Alors, attention, on a le mauvais crédit, qui est le crédit à la consommation pour des choses dont vous n'avez pas besoin, et si vous avez les moyens, parce que je ne dis pas que je ne suis pas là pour vous culpabiliser si vous avez fait des crédits conso, ça peut être utile d'ailleurs les crédits conso, mais attention, si vous vivez évidemment au-dessus de vos moyens et que vous faites du mauvais crédit pour acheter des choses qui se déprécient, là, ce n'est pas forcément judicieux. Et à côté de ça, on a le bon crédit. Le bon crédit, c'est celui qui vous permet d'acheter avec de l'argent qui n'est pas à vous, mais que vous pouvez emprunter, d'acheter un actif qui va se valoriser, on l'a vu tout à l'heure, avec des prix immobiliers qui risquent, et qui, en tout cas, c'est le cas également dans le marché américain, qui a flambé sur les 10 dernières années, mais avec des marchés immobiliers qui augmentent sans cesse et de manière assez continue et relativement stable. Donc, vous allez vous enrichir grâce à ça, et en plus de ça, qui vont vous permettre d'avoir des revenus pour le rembourser. C'est-à-dire que la logique, c'est qu'une fois que vous avez mis votre apport, vous allez pouvoir non seulement payer votre crédit, et parfois, selon l'endroit où vous investissez en France, on va reparler après, et au rendement de l'opération, il va vous rester quelque chose, ça va être ce qu'on appelle un cash flow positif. Pour faire simple, je mets mes 30% d'apport en tant que non-résident, malheureusement, la banque me le demande, qu'il faut les mettre, en règle générale. Derrière, je vais emprunter, j'ai une mensualité de 500 € par mois, et je vais avoir un loyer de 500 € par mois, ou de 600, ou de 700. On comprend bien que ce crédit que j'ai fait va pas pourrir, mais va m'enrichir. Je vais acheter quelque chose que je n'aurais pas pu me payer, parce que je n'avais pas 100 000 € à mettre tout de suite. Je vais avoir de l'argent qui va rentrer grâce au locataire qui va me permettre de rembourser le crédit. Et à la fin, j'aurai un bien qui vaut plus cher que ce que j'ai payé au début, qui a été payé grâce à l'argent de la banque et à l'effet de levier du crédit, et qui a été remboursé par le locataire. Bon. Honnêtement, c'est un peu, je le dis souvent, mais j'ai un peu l'impression d'être dans une martingale. C'est-à-dire que c'est un peu presque trop beau. Parfois, les gens me disent, Manuel, mais si c'était aussi beau, pourquoi tout le monde ne le ferait pas? Beaucoup de gens, en fait, qui commencent à le faire, se mettent à poursuivre. Voilà, comme je l'ai dit, il faut entretenir le bien,
bon côté dans l'immobilier, il peut aussi y avoir des galères, il peut y avoir des choses à gérer, évidemment. Mais globalement, le système fonctionne, il est éprouvé par des milliardaires, par des gens qui ne sont pas milliardaires, des gens qui démarrent dans la vie depuis la nuit des temps. Donc voilà, faites du crédit. Et les conseils que je vais vous donner, c'est un, essayez d'emprunter le maximum. C'est-à-dire que quand je dis essayer d'emprunter le maximum, je ne parle pas que de montant. Si par exemple, vous avez une capacité d'endettement de 500 000 euros, je ne vous dis pas d'emprunter, de faire un premier projet à 500 000 euros. Ça, c'est déjà le point important. Peut-être essayer de vous dire, je vais le faire sur 2 projets. Et je vais surtout être à l'aise avec ce que je fais. Parfois, je vois des gens qui se mettent le couteau sous la gorge, ils ont de très belles capacités d'investissement, ils se disent, je peux investir 500 000, 1 million, peu importe. Ils se disent, je vais faire all-in et je vais tout faire sur un projet. Et après, ils ne dorment pas la nuit parce que le projet est très gros par rapport à leur expérience et qu'ils ils sont stressés. Le but, c'est de ne pas être stressé. Donc, dites-vous, combien je peux emprunter 500 000. Je vais essayer de le faire par exemple sur 2 ou 3 projets, selon ce avec quoi je suis à l'aise. Déjà pour être à l'aise. Deuxièmement, emprunter sur des durées longues. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est hyper important. Avec des taux bas comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez tout intérêt à étaler votre crédit. Parce que plus votre crédit est étalé, plus les mensualités vont être basses. Donc moins vous allez souffrir sur le remboursement. Si je prends un exemple très simple, peut-être que les chiffres seront faux, hein, je ne l'ai pas préparé cet exemple, mais peu importe. J'emprunte 100 000 euros, ça va faire 500 euros de frais de remboursement sur 20 ans, pour 100 000 euros empruntés. Si je l'étale sur 25 ans, je ne vais plus rembourser 500, je vais rembourser 400. OK ? Donc, je vais moins souffrir sur le remboursement, sur la mensualité. Si ces 100 000 euros, je les avais empruntés sur 10 ans, j'aurais dû rembourser 1 000 euros par mois. Ça m'aurait fait faire un effort plus important. Donc, étalez votre crédit, d'autant plus qu'on va le voir après dans la fiscalité. Les intérêts d'emprunt, les intérêts de crédit que vous facture la banque vont passer en charge. Donc, quand la banque vous dit je vous facture 1 000 euros 1 500 euros d'intérêt de crédit annuel, en vérité, ça ne vous coûte pas vraiment 1 500. Ça vous coûte 1 500, mais vous allez pouvoir le déduire de revenus locatifs imposables. Donc, quand la banque vous facture 1 500 euros de crédit, d'intérêt de crédit, excusez-moi, je vais arriver, et en fait, ça vous coûte peut-être que 750. Donc, d'où l'intérêt d'aller étaler son crédit pour ne pas souffrir dans l'emboursement et pouvoir derrière, justement, faire plusieurs projets. Et étaler son crédit, c'est quoi ? C'est l'étaler sur 20 ans, c'est une très bonne durée. Encore une fois, en lien avec votre âge, avec votre situation personnelle, je fais des généralités. On peut étaler sur 25 ans, mais beaucoup de banques, ça dépend des périodes, les critères changent en permanence. Mais c'est en général 25 ans en France, c'est plutôt pour de la résidence principale. Donc ça va être plus compliqué d'obtenir 25 ans, mais 20 ans, c'est faisable. Et ensuite, voilà, essayez d'avoir des projets qui, après apport, s'équilibrent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, moi, je vois on a plusieurs stratégies, on en reparlera après. Il y a des gens qui veulent des stratégies de rendement, donc là, il n'y aura pas de sujet. Il y a des gens qui me disent, Manuel, moi, ce que je veux, c'est investir à Paris, parce que c'est patrimonial, ça me rassure, c'est une ville en laquelle je crois dans la durée, économiquement, voilà, etc., tout, au niveau du tourisme. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les rendements locatifs sont bas à Paris. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vous conseille pas de le faire, mais je vous conseille de le faire sans avoir à rajouter chaque mois. Donc, quelqu'un qui veut investir à Paris, moi, ce que je vais lui conseiller, c'est d'essayer de regarder combien va être la mensualité et de niveler finalement le montant de la mensualité en fonction de son apport. Comprenez, mettre peut-être plus d'apport si vous voulez absolument investir à Paris ou à Lyon, qui aujourd'hui est vraiment une très belle zone, mais patrimoniale. Vous allez peut-être mettre plus d'apport pour que ça s'équilibre ou étaler un peu plus la durée de remboursement. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Je te laisse, je ne les vois pas, moi, Romain. S'il y a des questions là-dessus. Ça répond bien à la question de notre auditeur anonyme qui demandait sur des marchés chers, pas évident d'emprunter beaucoup et de couvrir les remboursements avec le loyer, c'est-à-dire, comme tu l'expliquais avant, faire un cash flow neutre, voire positif. Mais donc, tu as répondu à cette question en disant qu'il suffisait d'augmenter votre apport. Et puis, il y a Karim aussi qui a une bonne question. Dans quelles conditions un remboursement anticipé d'emprunt peut être avantageux ? Je serais tenté de dire jamais, sauf pour les crédits conso, parce qu'avoir un crédit conso aux yeux de la banque, c'est pas super. Non, le remboursement anticipé, il va se faire souvent lors de la revente, en fait, parce que vous allez vendre, quand vous avez décidé de vendre votre bien, peut-être parce que vous avez d'autres projets de vie. Donc, je ne suis pas là pour vous dire gardez vos biens toute votre vie. Moi, je dis toujours, un acheteur est un futur vendeur. Ce n'est pas de moi, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ne vous dites pas j'achète et je ne vendrai jamais. Parce qu'il y a forcément un moment où vous allez vendre, ou alors peut-être vos enfants vont vendre, mais en tout cas, le bien, à un moment, il faut le réfléchir de revente. Est-ce qu'il est revendable ? Si c'est un bien dans la Creuse où il n'y aura jamais d'acheteur parce que la population décroît et que, voilà, et que la moyenne de la population, c'est 70 ans, vous allez être collé en fait, avec un bien qui ne sera pas vendable à terme, où vous n'aurez pas de locataire et où, en plus de ça, vous allez payer des taxes foncières. Donc, ça va vous coûter. Donc attention par rapport à ça.
Il y a juste, on va reprendre tout de suite la présentation. Il y a juste Hubert qui avait une question. Oui, Donc, je voulais lui donner la parole. ok. Il faut juste activer ton micro, Hubert. Et j'ai vu qu'il y a Myriane aussi qui a levé la main et Logan. Et on vous écoutera un peu plus tard, juste après. Hubert, si tu arrives à activer ton micro, sinon, c'est pas grave. Logan, on va écouter Logan. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, alors je vais essayer de faire rapide. Donc, j'ai 5 appartements en France que je gère différemment avec SCS, pardon, LMNP que j'ai essayé, et puis en U. Je suis canadien, donc je connais un petit peu l'investissement à l'étranger. Et dans l'histoire de tout ce que je racontais, il y a quand même des choses que je trouve un petit peu dangereuses à dire à des Canadiens. C'est que par exemple, on parlait d'une plus-value de 340 000 sur un appartement sur Paris. Le problème, c'est qu'on a ici l'exit tax, pardon, qui représente à peu près 25% du montant de la plus-value lors du départ et même si l'appartement n'est pas vendu. Donc, ça veut dire qu'on peut se prendre quand même, par exemple, moi, si je parle du Canada aujourd'hui, je me prends pratiquement 100 000 dollars de plus-value sur mon parc immobilier. Le vrai problème aussi, c'est que les calculs de plus-value, les calculs d'impôts que vous êtes en train de calculer ne sont pas basés sur la France, mais sont basés sur le Canada. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, avec mon salaire, je suis imposé à 52%. Donc, tout ce qu'on entend là, par exemple, il y a quand même pas mal de choses qui me font un petit peu bugger parce que ce n'est pas 340 000 euros de plus-value, ça va être beaucoup moins que ça. Par exemple, si on peut déduire des intérêts d'emprunt, des choses comme ça, il y a des choses qui ne se déduisent pas au Canada. Donc, en fait, je voudrais juste mettre une notion là-dedans de bien faire attention que toutes ces informations-là sont vraiment dans le cadre de la France et que suivant là où vous habitez, certaines de ces règles ne sont pas appliquées. Par exemple, le LMNP, parce que je pense que vous allez peut-être en parler plus tard, le LMNP ne s'applique pas aux résidents canadiens. Donc, vous ne pouvez pas faire de défiscalisation avec ça. Mais en tout cas, c'est ça dans les chiffres que je vois, par exemple, et je vais juste revenir sur un cas précis, parce que c'est celui qui m'a fait un petit peu tiquer au début, c'est on parlait de cash flow positif, on parlait d'investissement sur Paris, qui est justement une ville très patrimoniale. En investissant 560 000 euros sur 30 ans, on arrive à peine à 2 200 euros de prêt par mois. Donc, je suppose que là-dessus, il a dû avoir un assez gros apport pour réussir à passer à 2 000 euros de prêt par mois. Logan, on va pas y arriver. D'accord. Si vous voulez, on peut reprendre une conversation à un aparté, mais on va pas refaire l'étude de cas de Manuel. Manuel, je vais te laisser répondre parce que je pense qu'il y a pas mal d'éléments. Et désolé Logan, mais on a vraiment 1 heure. Voilà, je donne juste la parole aux gens qui ont une question, mais on va pas refaire le débat. Merci. Manuel, on t'écoute en réponse. Oui, alors déjà, merci Logan, merci beaucoup. On voit que vous maîtrisez vos sujets, c'est intéressant. Vous me parlez déjà d'exit tax. Exit tax, c'est quand on quitte un pays. Moi, je m'adresse a priori à l'audience de French, c'est surtout Français de l'étranger. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas les bienvenus. On a aussi des investisseurs qui sont étrangers à l'étranger qui investissent en France avec nous. Mais oui, je ne peux pas faire un cas particulier de chaque convention fiscale entre la France et chaque pays. Donc, il faudrait creuser les sujets que vous explorez avec un fiscaliste. Par contre, là-dessus, voilà. on a fait un webinaire spécial Canada-États-Unis avec Jean-Philippe Sora. Donc, il est en replay sur Maudit Français, il est en replay sur French Morning. Donc, on peut vous envoyer vers ça. Je n'ai pas compris le point d'exit tax. On peut parler d'imposition des plus-values pour des personnes qui sont résidents à l'étranger. On peut en parler, il n'y a aucun problème. Mais le sujet de l'exit tax, je n'ai pas saisi, quoi. Après, bon, encore une fois, vous n'êtes pas, enfin, c'est pas un reproche, hein, mais vous n'êtes pas nationalité française et vous vivez à l'étranger. Donc, je n'ai pas compris si vous quittez le Canada, le Canada vient vous imposer sur des biens immobiliers en France que vous n'avez pas vendus. Faudrait voir. Mais là, effectivement, on rentre dans de la fiscalité internationale. C'est pas le sujet. Enfin, ça rentre bien sûr en ligne de compte. Et vous avez raison, il faut que chaque personne étudie sa situation. Mais je pense que vous avez quand même un cas, peut-être qui ne représente pas la majorité des personnes qui regardent la présentation. Voilà, et qui serait un petit peu long à répondre. Je veux bien répondre point par point, mais peut-être dans d'autres circonstances. Voilà. Hubert veut parler ou comment tu veux faire? Non, pardon, j'ai levé la main par erreur. Pas de souci. C'est Hubert. Pas de problème. Donc effectivement, j'ai une mensualité de 2 300 euros. Il faudrait que je vois l'apport que j'ai mis à l'époque sur 560 000 euros. Je ne sais plus ce que j'ai mis comme apport. J'avais emprunté sur 20 ans. Mais ce cas est bien réel et on pourra en reparler si j'ai des questions à la fin. Alors, je vais reprendre ma présentation. Aujourd'hui, en matière de fiscalité, les grandes règles en France, c'est qu'il y a 2 types de détention qui vont exister. Soit vous exploitez quand on détient bien direct, soit vous exploitez vos logements en location nue, c'est-à-dire de la location vide, avec un bail de 3 ans.
et donc vous êtes en revenu foncier, soit vous exploitez, et là ça va peut-être répondre au sujet évoqué par Logan, soit vous exploitez en location meublée, vous êtes ce qu'on va appeler loueur meublé professionnel jusqu'à 23 000 €, et si vous êtes non résident, vous allez être loueur meublé professionnel. Encore une fois, ce n'est pas une conférence que sur la fiscalité. J'ai des dizaines de vidéos sur YouTube sur le sujet où je rentre dans les détails, je vous dis exactement chaque point. Et d'ailleurs, j'ai mis un QR code là que vous pouvez scanner, que vous avez vu des centaines de milliers de fois, et je crois qu'elle plaise bien. Mais là, je ne pourrais pas vous refaire un cours de fiscalité immobilière. Ce qu'il faut juste retenir, parce que je suis là pour aller à l'essentiel pour vous, pour que vous ayez du contenu qui soit actionnable. Le but, en fait, c'est d'essayer d'éviter au maximum la location nue, déjà. Parce que la location nue, aujourd'hui, elle est très fiscalisée. Aujourd'hui, il y a 2 régimes qui vont être favorables, que vous soyez résident ou non résident, avec des petites subtilités, des différences, évidemment. Mais la logique de base, c'est que la location meublée est plus intéressante. Globalement, si je me mets là dans ce petit tableau avec 4 cases, le régime le plus intéressant, globalement, encore une fois, ça dépend. Je ne peux pas faire une analyse personnelle de chacun, mais globalement, le régime le plus intéressant qui est le plus utilisé par nos clients, c'est la location meublée au régime réel. Pourquoi? Parce que ce que vous devez retenir, c'est qu'en quelques secondes, la location meublée au régime réel va vous permettre d'amortir le bien, d'amortir les travaux, d'amortir le montant des meubles, du mobilier, ce qui va vous permettre d'avoir des revenus locatifs imposables. Imaginons que vous louiez votre bien 800 € par mois, ce qui fait 800 x 12, environ 10 000 € par an de revenus locatifs. Eh bien, vous allez pouvoir enlever l'amortissement du bien que vous allez étaler sur 25 ans, par exemple. C'est un tout petit peu plus compliqué, mais je schématise encore une fois. Par exemple, vous avez acheté votre bien 100 000 €, on le divise par 25 ans, ça fait 4 000 €. Chaque année, vous allez avoir vos 10 000 € de revenus locatifs que vous allez percevoir. Vous allez enlever 4 000 € pour l'amortissement du bien. Ensuite, vous allez amortir vos travaux. Admettons que vous ayez fait 20 000 € de travaux, pour faire des chiffres ronds. Vous allez les amortir par exemple sur 20 ans. Donc ça va faire, vous allez encore enlever 1 000 € par mois, 1 000 € par an, pardon, sur les 20 prochaines années. Ensuite, vous allez amortir vos meubles, par exemple, pendant 7 ans, etc. etc. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, vous allez avoir un revenu locatif imposable qui était de 10 000 € initialement. Et une fois qu'on a déduit l'amortissement, une fois qu'on a enlevé tous les frais qui vont être liés à l'exploitation du bien, notamment la taxe foncière, l'impôt que vous allez payer en France en tant que propriétaire, les fameux intérêts d'emprunt, donc pas toute la mensualité, mais les intérêts bancaires liés à l'emprunt, les frais de comptabilité parce que vous passez par un expert comptable, etc., les charges de copropriété, évidemment, l'assurance habitation, vous allez arriver à 0 € imposable. Et c'est sur cette base de 0 € qu'on va appliquer un taux d'impôt. Et donc, ça fera 0. Encore une fois, je schématise, peut-être que Logan va me dire que ce n'est pas tout à fait exact parce qu'il y a des points, etc. Je ne peux pas, je connais parfaitement toutes les règles fiscales, donc je suis d'accord que c'est un schéma. Mon but ici, encore une fois, c'est de vous donner un contenu actionnable. Ça, c'est la logique de base. Essayez d'éviter la location nue, aller vers la location meublée au réel. Quand vous êtes non-résident, si vous avez des revenus locatifs en France supérieurs à 23 000 € de location meublée, donc hors location nue, si vous avez des locations nues d'un côté, peu importe, ça se mélange pas, c'est 2 cases différentes sur votre feuille d'impôt. Et donc, vous allez par exemple percevoir, je dis n'importe quoi, 30 000 € de revenus locatifs meublés. Vous n'allez plus être LMNP, loueur meublé non professionnel, mais vous allez être loueur meublé professionnel. Il va y avoir des incidences par rapport à ça. L'incidence principale ne sera pas pendant l'exploitation du bien sur les premières années, puisque au début, ça va être la même logique. Vous allez avoir vos revenus locatifs de 10 000 €, moins l'amortissement du bien, moins l'amortissement des travaux, etc., moins toutes les charges. Vous allez être à 0 €. Sur ces 0 €, on va encore appliquer un taux d'impôt. Mais au bout d'un certain temps, quand vous allez avoir un bénéfice, c'est-à-dire que quand vous aurez consommé de l'amortissement, consommé le déficit reporté à 10 ans, etc., vous allez être imposé en tant que LMP. Et globalement, le taux d'amortissement va être plus élevé parce que vous allez payer le SSI sur le bénéfice imposable. Donc, ça va être progressif. On ne va pas passer d'une situation où vous allez payer 0 € d'impôt à une situation où vous allez payer 50% d'impôt. Ça va être vraiment progressif puisque l'amortissement sur le bien et sur les travaux va continuer pendant de très nombreuses années. Donc, ça reste un régime quand même favorable. Ce qui a changé, puisque la loi a changé, la loi fiscale change en permanence, c'est que depuis 2 ans, effectivement, les loueurs meublés professionnels, donc les non-résidents qui sont à l'étranger et qui ont plus de 23 000 € de revenus locatifs meublés en France, vont devoir s'affilier au SSI. Ils vont devoir payer une cotisation minimale de 1 100 € par an environ. Donc voilà. Si on a un revenu locatif imposable à 0 €, on paiera une cotisation minimale de 1 100 € par an, mais ça reste quand même un régime toujours très favorable. Si vous me dites maintenant, Manuel, je veux éviter ce régime de loueur meublé professionnel parce qu'il est quand même
moins intéressant que le loueur meublé non professionnel, on va pouvoir faire ce que vous dites, Logan, investir à travers des sociétés. Là, Logan, par exemple, en SAS, ce n'est pas le cas le plus classique. Le cas le plus classique que moi, je vais vous conseiller, c'est d'investir à travers des sociétés civiles immobilières à l'IS. En général, on va opter à l'option de l'impôt sur les sociétés. Et à ce moment-là, vous allez avoir à peu près la même logique. C'est qu'on va avoir des revenus locatifs imposables, on va amortir absolument tout, passer des charges, etc., avoir un revenu imposable de 0 € au sein de l'entreprise. L'argent ne sera pas dans votre poche. Le jour où il y a du bénéfice, il sera dans la poche de la société civile immobilière à l'IS. Quand vous allez avoir un bénéfice, et c'est là que c'est intéressant, peut-être que je perds beaucoup de gens, je rentre un peu dans la fiscalité, mais j'essaie de vous donner vraiment l'essentiel et je vais schématiser juste après. Mais la logique, c'est la SCI et l'IS, c'est intéressant parce que vous allez être soumis au régime de l'impôt sur les sociétés, comme c'est le cas en SAS également. L'impôt sur les sociétés en France, on a une tranche à 15% jusqu'à 38 000 € de bénéfices. La plupart du temps, vous allez être dans ce cadre-là, donc vous allez payer 15% seulement, ce qui est faible pour la France, des bénéfices que vous allez avoir sur votre SCI et l'IS, en sachant que pendant de très nombreuses années, vous n'aurez pas de bénéfices. Vous allez payer 0 € d'impôt. Et quand vous allez commencer à faire du bénéfice sur votre SCI et l'IS, là, vous allez avoir 15% jusqu'à 38 000 € d'impôt. Et ensuite, on va monter à environ 25%. Voilà, aujourd'hui, on est à 26%, mais l'IS tend à baisser. J'ai essayé de vous schématiser pour résumer globalement. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, la location nue, en tout cas, si vous êtes propriétaire en direct, il faut éviter parce que c'est des revenus fonciers que vous allez être énormément taxés. La location meublée, elle est très favorable, surtout si vous êtes en dessous de 23 000 € parce que vous êtes loueur meublé non professionnel. Au-delà de 23 000, vous êtes loueur meublé professionnel. C'est quand même très intéressant, mais ça le sera un petit peu moins, notamment sur la plus-value qui va être plus élevée à la revente et également avec plus d'impôts quand vous allez commencer à être en bénéfice. Et enfin, gardez en tête que ça peut être intéressant d'investir à travers des sociétés, comme l'a fait Logan, à travers une SAS, mais vous pouvez le faire en SCI à l'IS. Ça peut être intéressant, surtout dans une logique de transmission. Si vous vous dites, j'achète des immeubles, je les exploite pour ma retraite, et après, je pourrais peut-être les transmettre à mes enfants, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je me rends compte que j'ai le soleil dans le... On ne me voit pas très bien, je pense. On a le soleil, ouais. Mais alors, si tu décales un tout petit peu... Attendez, je vais juste fermer le rideau parce que je suis à Cabourg, il fait 30 degrés et c'est assez incroyable. Voilà, hop. Non, ça. Alors attendez juste une seconde. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas prévu d'avoir un soleil aussi fort en étant à Cabourg, dans le nord de la France. Bon, voilà un petit peu le schéma. Investir, si possible, en direct en location meublée, avec garder en tête le régime au réel. Encore une fois, le petit QR code, j'ai fait des super vidéos sur le sujet sur YouTube pour vous. Donc ça pourra vous aider. Si vous êtes non résident avec des spécificités, et je rejoins Logan, bien faire attention aux conventions fiscales selon les pays, puisque d'un pays à l'autre, ça change. Rien n'est simple dans la fiscalité internationale. Donc là, on pourra en parler également si vous voulez lors d'un rendez-vous, éventuellement vous donner des bons contacts de fiscalistes, d'experts comptables qui pourront vous conseiller. Et effectivement, gardez en tête que des situations internationales, comme ça peut être votre cas avec Logan, avec une résidence à l'étranger et avec une nationalité différente, peuvent avoir des incidences fiscales qu'il faut prévoir en amont avec son notaire ou également avec des experts comptables, mais c'est vraiment quelque chose à anticiper au maximum au début pour éviter de payer trop d'impôts derrière. Ça, c'est un point important. Voilà, je vous avais fait ce petit schéma. Location meublée, donc on l'a dit, soit au régime micro, soit au régime réel, puisque c'est des régimes qui sont favorables, ou alors SCI à l'IS. Vous aurez ça dans la présentation, c'est le récap globalement de ce que je vous ai dit. Un petit point spécifique, si vous êtes chef d'entreprise, ça peut être intéressant le montage d'investissement en groupe de sociétés à travers une holding en haut qui va pouvoir peut-être faire circuler de la trésorerie de l'entreprise de manière légale, évidemment, et utiliser justement cette trésorerie-là comme apport dans des SCI à l'IS. Voilà, c'est un montage que j'ai fait. Et si vous êtes dans ce cas-là, on a des vidéos là-dessus et je peux également, n'hésitez pas à me faire un email. Je vous donnerai mon mail à la fin. Je veux bien essayer de vous donner des conseils, même si je ne suis pas fiscaliste, puisque j'ai fait beaucoup de choses, moi, à titre personnel, avec des fiscalistes et des experts comptables. Donc voilà. N'hésitez pas à m'adresser toutes vos questions également par email et vous verrez, j'essaierai d'être généreux parce que ça me fait plaisir d'aider.
qui est quand même incroyable dans le système qu'on a vu, c'est que la banque finance le bien, le locataire rembourse et investissement locatif s'occupe du reste, ou alors vous, ça dépend si vous faites le projet tout seul évidemment. Mais on est quand même vraiment dans un système où on se rend compte que vous avez aujourd'hui une capacité d'endettement qui est plus ou moins élevée selon votre situation, selon votre travail, selon vos revenus évidemment, selon votre âge, selon plein de choses. Mais en règle générale, on a tous une capacité d'endettement. Et mon associé avait l'habitude de dire, bah, si par exemple vous avez 200 000 euros de capacité d'endettement, c'est comme si chaque jour, et que vous ne le faites pas, et que vous n'investissez pas, que vous ne passez pas à l'action, c'est comme si chaque jour vous rentriez à la maison, qu'il y avait un tas de billets avec 200 000 euros et que vous disiez bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas. Enfin, j'essaie d'avoir des images pour vous faire prendre conscience du fait que ça fait la différence. Moi, je vous le dis, je suis parti de zéro. Je ne suis pas né, d'ailleurs, ça n'aurait pas été très grave que je naisse avec une cuillère en or dans la bouche. Ça aurait été parfait d'ailleurs, mais en l'occurrence, je suis parti de zéro, je n'avais pas d'argent. J'ai monté cette boîte, on a aidé énormément de gens à investir et surtout à titre perso aussi, je l'ai fait quoi. Et aujourd'hui, je vois la différence. Je sais que j'ai un patrimoine qui est considérable, quasiment tout avec de la dette. Et franchement, ça fait une différence aujourd'hui qui est déjà énorme au bout de 7 ans, où j'ai fait mon premier projet, parce que j'ai un patrimoine énorme quoi. Et vous pouvez le faire. On ne peut pas tous le faire dans une mesure où on va investir des millions chacun, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Mais moi, je suis persuadé qu'on peut tous le faire, même si c'est 100 000, 200 000 euros, ce qui est déjà énormément d'argent, bah, ça vous servira pour plus tard. La bonne séquence pour réussir, c'est quoi? C'est trouver un bien qui est rentable. On dit souvent que les bonnes affaires se font à l'achat. Donc, il faut trouver la bonne affaire déjà et bien acheter. Ça, c'est important. Bien acheter, ça veut dire déjà acheter à un bon prix, évidemment. Là, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça veut aussi dire acheter un bien dans une zone qui a de l'avenir, dans une zone où vous allez pouvoir louer demain ou dans une zone où vous allez pouvoir revendre demain. Et ne pas être aveuglé par la renta, comme je vois parfois dans des forums. Je vois des gens qui se disent bah voilà, génial, j'ai investi, j'ai 15% de renta. D'accord, mais t'es où? T'es dans quel coin quoi? Est-ce que ton bien il va se valoriser? Est-ce que demain tu vas pouvoir le revendre et le louer? Si c'est pour faire 15% dans une cité, ou peut-être je vais avoir des problèmes de location, je vais avoir des problèmes à la revente, c'est pas forcément très intéressant. Je préfère moi faire un peu moins de renta, mais avoir un bien qui va se valoriser, etc. Ensuite, il faut optimiser le plan. Une fois que vous avez trouvé une bonne affaire, souvent les bonnes affaires, on va avoir des travaux ou du rafraîchissement, vous allez pouvoir vous dire, ce bien-là qui est intéressant, il y a un double salon. Peut-être que ce double salon-là, je vais rajouter une simple cloison et ça va me permettre d'avoir une chambre de plus. Et en louant en colocation, avec une chambre de plus, je vais avoir un loyer de plus qui va tomber et donc je vais augmenter la rentabilité de ce bien. Donc, c'est hyper important d'essayer d'avoir une vision et de se projeter dès le départ. Et nous, on a nos architectes d'intérieur, bien sûr, qui font ça au sein de la société. On a une vingtaine d'architectes salariés dans l'entreprise d'investissement locatif qui gèrent ça, qui font les plans, les propositions et qui suivent les travaux. Mais en tout cas, vous pouvez aussi le faire tout seul. L'objectif, c'est en tout cas toujours d'avoir une vision et de se dire quels vont être les espaces de vie. Quand je rentre dans un logement, quel que soit son étage, j'essaie de me projeter, je me dis, OK, là, il va y avoir un coin bureau, ça va être sympa, il va pouvoir s'installer à son bureau, ça va être parfait. Là, il a son coin détente, canapé télé. Ici, c'est le coin cuisine. Comment je vais faire pour que ça soit agréable et que les gens qui vont vivre dans ce bien-là, parce que c'est hyper important, j'en ai peut-être pas assez parlé d'ailleurs depuis le début, mais on est fiers des biens qu'on met en location parce que on a des gens qui vont passer du temps de leur vie ici et qui vont avoir des expériences de vie. Et donc, on essaie de leur donner la meilleure expérience possible grâce au fait que le bien est conçu avec l'optimisation du plan et avec des espaces agréables. Ensuite, on va faire du suivi de travaux. Vous allez le faire si vous le faites tout seul. Nous, on le fait sinon pour nos clients, de manière à ce qu'on ait les bons matériaux. On a des nouvelles contraintes qui sont tombées là. J'ai été interviewé par le journal Le Particulier la semaine dernière sur le sujet des nouveaux diagnostics de performance énergétique. Logan, vous allez avoir un sujet là-dessus, comme d'ailleurs tous les investisseurs. En fait, cet été, il y a eu un changement dans le système français sur le calcul des diagnostics de performance énergétique avec des implications qui sont assez lourdes. Donc, il faut prévoir lors des travaux et mettre les bons isolants qui répondent aux critères maintenant de l'État. Les bons isolants, les bons double vitrages. Donc, voilà, donc il y a des coefficients à respecter, etc. Donc, il faut être attentif à ça pendant les travaux. Trouver une entreprise de travaux qui est sérieuse et qui va vous accompagner jusqu'au bout du chantier en faisant des travaux de qualité. Ensuite, il va falloir meubler et décorer le bien, pas comme si c'était pour vous. On ne va pas mettre du roche-beaubois, mais on ne va pas pour autant mettre des meubles pourris. On va essayer de faire quelque chose de bien, encore une fois, pour que les locataires qui vont habiter dedans s'y sentent bien et que ça soit solide dans la durée. Et ensuite, il faudra exploiter le bien avec de la location-gestion. Nous, donc, vous l'avez compris, on propose tous ces métiers-là au sein d'une seule et même entreprise qu'on a fondée
fin 2011. Et on a donc, au sein de l'entreprise, on a des chasseurs immobiliers qui, toute la journée, cherchent les meilleures affaires pour nos clients dans une vingtaine de villes. Ensuite, on a des architectes d'intérieur qui vont réaliser les plans, suivre les travaux pour le compte de nos clients, meubler, décorer les biens. Et ensuite, on a des gens sur la location, la gestion, qui vont vous accompagner là-dedans, sur cette étape-là, d'exploitation du bien, si c'est votre souhait. Et on peut en tout cas vous aider. Et à minima, si vous souhaitez prendre un rendez-vous, c'est gratuit. Vous donner des conseils, essayer de faire le point avec vous sur ce qui est faisable. Puis après, vous faites tout seul, vous faites avec nous ou vous ne faites pas. Mais en tout cas, vous saurez déjà ce qui est faisable en tant que non-résident, également sur la partie financement. Voilà. Quelques petits exemples de projets qu'on a pu suivre. Donc ça, c'est un immeuble. Bon, il est extrême, hein. Les biens qu'on vend ou qu'on fait acheter plutôt à nos clients ne sont pas tous comme ça. Là, c'est extrême, mais on est capable de restructurer des choses. On est capable de restructurer des choses et de faire des projets. Même quand on est sur des biens extrêmes, on a les équipes pour. On a fait des restructurations d'immeubles entières, toiture, façade, isolation, tous les étages, parties communes, création du local poubelle, etc. Je vous ai mis quelques petits exemples. Quelques petits exemples de projets livrés à des clients. Donc là, on est à Marseille, 4e. Marseille, qui est une ville en ce moment qui est sous le feu des projecteurs pour 2 raisons. Un, parce que les prix de l'immobilier flambent. C'est la première raison. Et deuxième raison, parce qu'Emmanuel Macron en revient. On a de la violence dans les cités marseillaises. Donc, ce n'est pas dans toute la ville, mais dans les cités marseillaises, les dealers se battent entre eux, pour faire court. Et du coup, ça va être très favorable pour les investisseurs marseillais, puisque Emmanuel Macron vient de voter ou est en train de voter un plan, je crois, d'1 milliard d'investissements, c'est ce qu'on m'a dit, dans la ville, dans les infrastructures. Donc, c'est une ville qui va continuer sa hausse, je pense, même si je n'ai pas de boule de cristal. Donc, on est capable, sur un T4 en colocation, là, on a transformé un T3 en T4, on a rajouté une chambre. On est sur un projet avec un coût total du projet à 220 000 €, dont pas mal de travaux, ameublement 60 000. On a tout restructuré, des revenus locatifs annuels d'environ 15 600 €, ce qui fait, si vous faites une rapide division, 15 000 divisé par 12, un loyer d'environ 1 200 €, je pense. Je n'ai pas ma calculette. Et si je divise par 4 chambres, vous verrez qu'on ne loue pas les chambres très chères. On est vraiment conservateur sur le montant des chambres. Ça pourrait se louer plus cher encore. Donc, des loyers encaissés mensuels de 1 300 €, une mensualité de crédit sur 20 ans avec un apport de 10% de 973 €, un cash flow. En vérité, il n'y aura pas de cash flow parce que vous allez avoir des frais, comme tout à l'heure l'a dit Logan, ou comme l'a dit, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure à très juste titre, l'immobilier, c'est aussi des frais d'entretien, donc vous aurez des frais. Donc, c'est un investissement qui va être à peu près flat. En sachant que c'est avec 10% d'apport. Si vous êtes non résident, la banque va vous demander en général 30% d'apport, donc vous serez en cash flow positif. On a pris un exemple à Lille, donc là c'est un T2 de 32 mètres carrés, une salle de bain, une chambre, des charges mensuelles de 75 €, une taxe foncière à 500, un coût de crédit, c'est pour vous donner des exemples, hein. Si vous prenez rendez-vous, on vous montrera plein d'exemples récents, mais voilà, c'est pour vous montrer des projets. On est sur un projet qui finit à environ 155 000 € tout inclus. Donc tout inclus, ça veut dire quoi? Donc c'est l'achat du bien, les frais de notaire, les travaux de rénovation, les meubles et nos honoraires. Donc tout inclus, chaque euro dépensé, on finit à 155 000 €. Des revenus locatifs, donc là il est loué 800 € par mois, un tout petit peu moins, 780 je pense, et ça fait 9 300 € de revenus locatifs annuels avec une rentabilité brute, donc c'est brut, il faudrait retirer les charges, environ 6%. Pardon. Pourquoi aujourd'hui l'immobilier, je pense que c'est une opportunité, parce qu'on voit que les prix de l'immobilier continuent de monter et pour autant on a des villes où on a vraiment des rendements qui sont encore intéressants, avec des prix d'immobilier qui peuvent encore se valoriser. C'est notamment le cas de Marseille, de Lille et de plein de villes en France. Et j'ai donné mon sentiment, les prix ont résisté lors du Covid, ils ont même continué à augmenter. Et pour moi, ça va continuer à être le cas, du fait notamment de l'injection monétaire. Après, chacun son avis, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que, vu la tendance de fond, vu le déficit de logement qui continue de se creuser, puisqu'on ne construit pas assez de logements, il faut le savoir, il y a un déficit, selon même les chiffres de l'État, par rapport à la population française, il manque des logements. Et c'est comme ça depuis 10 ans, et on n'arrive pas, avec les logements neufs, à répondre à la demande de création de logements. Donc, on est toujours sur des marchés qui sont tendus. On a des opérations qui peuvent être rentables et qui peuvent s'autofinancer avec un apport, et même s'autofinancer tout court selon les zones géographiques en France. Et on a des banques qui financent avec des conditions, elles demandent un apport, les taux sont peut-être un petit peu moins bons pour des non-résidents. Et je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que ça se fait et je vous invite à nous contacter si c'est votre souhait par rapport à ça. Voilà. Il y a un petit peu moins de concurrence sur le marché immobilier, quoique c'est moins vrai. Cette présentation, je l'ai fait pendant la période du Covid. Les chiffres ont un tout petit peu augmenté, mais là, on voit que ça, c'est les chiffres de taux pour des résidents fiscaux français sur de la résidence principale. Donc, il faut les dégrader légèrement. Mais si là, on a des taux à 1,04 en taux bon,
Sur 20 ans, il faut que vous imaginiez, vous serez entre 1,20 et 1,50 en tant que non-résident, ce qui reste incroyable, quoi. Enfin, quel que soit le pays, on a des taux qui sont très, très compétitifs par rapport aux autres pays. Voilà. En immobilier, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le retard ne se rattrape pas. Il faut lancer son projet, passer à l'action et après, on monte dans le bateau et les prix vont continuer de monter et on va donc prendre la vague. C'est ce qui se passe pour nos clients depuis des années. Et en plus de ça, pendant ce temps-là, on amortit le capital, c'est-à-dire qu'on va rembourser la banque. C'est ça quand on dit amortir le capital. Ce qui veut dire tout simplement que vous vous enrichissez chaque mois, puisque chaque mois, quand vous remboursez 400 € à la banque, c'est 400 € qui passent de la banque à vous, en fait, finalement. Puisque si vous revendez le bien demain, vous n'aurez pas à rembourser ces 400 € là à la banque. Voilà, donc c'est vraiment la logique où c'est une question de temps. C'est juste une question, enfin juste, de temps et de faire les bons choix dès le départ, sur le bien, sur la fiscalité, sur tout ça. On a plein de témoignages, donc ça, vous pourrez les consulter, des témoignages vidéo aussi de non-résidents qui ont investi depuis partout dans le monde avec nous. Donc, vous pourrez les consulter. Et voilà, là, je vous invite, pour ceux qui souhaitent passer à l'action à la rentrée, à prendre un rendez-vous gratuit qui ne vous engage à rien avec un de nos conseillers et qui vous permettra à minima d'avoir un point sur ce qui est faisable en fonction de votre situation, de la ville que vous souhaitez, des objectifs que vous avez, patrimonial, rendement ou mix des deux, de voir ce qui est faisable. Et puis, je l'espère, de devenir client investissement locatif et qu'on puisse vous accompagner dans le développement de votre patrimoine. On sera très heureux en tout cas de vous donner du conseil à minima et mieux encore de vous accompagner dans le développement de votre patrimoine grâce à l'équipe de collaborateurs. Voilà. Hop. Maintenant, je vais passer on est presque questions. dans le temps imparti. Donc, on fait comme au restaurant, on prend son téléphone, on ouvre l'appareil photo et on prend le QR code qui fonctionne. Et là, vous pouvez tout de suite arriver dans l'agenda de l'équipe d'investissement locatif. Et donc, vous prenez le créneau qui vous arrange en fonction de votre zone, de votre fuseau horaire. Et voilà. Je remercie déjà les participants qui sont encore là parce que beaucoup sont restés jusqu'au bout et je sais que je suis allé assez vite. Il y a des sujets fiscaux, c'est pas... Même si j'essaie de schématiser, de simplifier, c'est ni drôle la fiscalité, ni parfois pas toujours passionnant, en tout cas pas pour tout le monde. Donc un grand merci déjà. Et maintenant, on peut passer aux questions. Il y en a quelques-unes déjà qui me plaisent bien dans les questions. Je te laisse peut-être me les donner. Ouais, je vais te les donner. Je voulais juste, pour tous nos amis de Maudit Français, franco-québécois, je vous ai mis le contact du comptable à Montréal qui était sur le webinaire avec Manuel il y a quelques mois. Donc, vous pouvez le contacter de ma part et je vous garantis qu'il vous répondra sur le sujet de votre choix. Et s'il y a un problème, vous pouvez aussi me contacter moi directement. Normalement, vous avez tous mon email, mais si jamais, je le remets à nouveau dans le chat. Et voilà. Donc, juste parce qu'il y avait des gens au tout début qui avaient posé des questions qu'on n'a pas pu adresser. Emprunter à l'étranger pour payer cash en France. Donc, ça veut dire que tu vas voir une banque américaine, par exemple, et tu lui dis prêtez-moi l'argent et en fait, avec cet argent, tu vas acheter un bien immobilier en France. Est-ce que c'est possible, ça ? Alors, ça, il faudrait voir avec les banques américaines, mais je ne le conseille pas pour deux raisons. C'est que souvent, les banques en fait, vont vouloir prêter dans un pays qu'elles comprennent. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand la banque vous prête une somme très importante, on parle d'un bien immobilier, forcément, c'est l'achat souvent d'une vie pour plein de gens. Bon, il y a les investisseurs qui en achètent plusieurs, mais globalement, c'est des achats considérables. La banque vous le prête parce qu'elle sait qu'en cas de défaut de remboursement, elle va pouvoir saisir le bien. Elle va prendre une hypothèque. Il y a différents types de systèmes de garantie, mais globalement, la logique, c'est ça. Et donc, elle a envie de pouvoir saisir la personne. C'est pour ça que les banques vont en général prêter parce qu'elles connaissent le système juridique de leur pays et elles connaissent le marché immobilier de leur pays. Donc, elles vont être rassurées à vous prêter dans une banque américaine pour investir aux États-Unis, beaucoup plus que pour investir dans un autre pays. Certaines banques privées le font, notamment, par exemple, je vais prendre un exemple français. Moi, je vais pouvoir dire, si j'ai un bien qui est déjà payé, et je vais nantir ce bien-là, je vais l'apporter en garantie, je vais dire à la banque, voilà, ce bien que j'ai en France qui vaut 150 000 €, je n'ai pas de crédit dessus, il est à moi, vous allez me prêter 150 000 et si jamais je ne rembourse pas mon crédit de 150 000 que j'ai utilisé pour investir à l'étranger, vous allez pouvoir saisir le bien que j'ai en France. Donc ça, c'est ce qui se fait le plus souvent. Bon, dernière chose, c'est que si vous investissez en France, autant emprunter en France si possible, parce que les taux seront bien meilleurs, je pense. Encore une fois, Romain, je t'invite à peut-être me témoigner, toi qui vis aux États-Unis, mais les taux en France, 1,30, 1,50 sur 20 ans, aux États-Unis, les taux sont nettement plus élevés. Ouais, ils ont baissé aussi, mais ils restent bien plus élevés. Ouais.
Et d'ailleurs, il y a une question complémentaire de Marie qui demande comment est-ce qu'on fait pour emprunter en France quand on est non-résident. Ouais, alors comment on fait? Il faut se tourner soit vers des banques, soit vous aviez déjà une banque en France. Donc là, je vous invite déjà à vous adresser à votre banque peut-être historique, peut-être que vous avez gardé un compte en France. Ça sera le plus simple. Je commencerai toujours par vous dire de vous adresser à votre banque si vous en avez une en France. Ça, c'est le plus simple. Ensuite, sinon, il y a des courtiers spécialisés. Donc là, nous, on pourra vous mettre en relation soit avec des courtiers spécialisés, soit même avec des établissements financiers spécialisés. Néanmoins, c'est quand même quasiment obligatoire de passer par un courtier en crédit spécialisé parce que une banque qui prête aujourd'hui ne prêtera peut-être pas demain. En fait, ça change en permanence. En fonction de quoi? En fonction de la politique commerciale de la banque, d'un mois à l'autre, elles peuvent se dire, mais c'est pareil pour les résidents fiscaux français, hein, elles peuvent se dire, là j'ai envie de faire du crédit, là j'ai plus envie. Et par exemple, cet été, on a des banques qui ont fermé les vannes et qui se sont dit, là on a déjà fait pas mal de crédit, on va souffler un peu, en faire moins. Mais ça peut paraître absurde, mais même pour des résidents français, il y a des moments où les banques n'ont pas envie. Elles ont moins d'appétence. Et enfin, je finirai peut-être là-dessus, il faut comprendre que la banque, pour elle, le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Donc, elle va vous faire un crédit immobilier. Elle va vous faire un crédit. Excusez-moi. Ouais, alors excusez-moi, j'ai eu un appel en parallèle. Hop. Est-ce que vous me voyez? On est bon. Ouais, reprendre le partage. Désolé, j'ai eu un appel WhatsApp. Si vous faites un crédit immobilier, en vérité, si la banque vous octroie un crédit immobilier, c'est pas parce qu'elle gagne de l'argent avec le crédit immobilier. Elle en gagne quasiment pas. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, pourtant, il facture des intérêts. Gardez en tête qu'avec le coût de montage de dossier, etc., elle ne gagne pas d'argent. Globalement, ce n'est pas là-dessus qu'elle gagne beaucoup, en tout cas. Elle vous prête pour créer une relation et fidéliser un client pour vendre d'autres choses. Alors, l'autre a arrêté. Ouais. Excuse-moi, tu as arrêté le partage. J'ai cru que ça avait ressauté. J'ai coupé le partage juste pour qu'on puisse nous voir un peu mieux. Ok, on va y arriver. Donc, la banque vous prête tout simplement pour initier une relation et avec des clients non résidents, ça peut être plus compliqué. Et donc, il faut retenir qu'elle ne va pas avoir forcément une très grande appétence. Donc, il faut essayer de la convaincre. Voilà. C'est laborieux, mais ça se fait. À nouveau, contactez-nous. On pourra vous mettre en relation avec les bonnes personnes, puisque ça change en permanence, avec les bons courtiers, ceux qui sont performants. En fonction du pays aussi où vous êtes, ça va dépendre. On a des gens qui savent faire selon les pays aussi. Voilà. Il y a André qui nous dit qu'il est au Crédit Agricole et qu'il a eu un taux 1,55 étant basé aux États-Unis, au Royaume-Uni. Aux États-Unis, on sait que c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Je sais que Manuel a un réseau de gens qui financent encore des gens aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, mais ça marche encore. Moi, j'entends pas mal entre 20 30. Certains demandent 40% d'apport. Ouais, mais bon, l'apport, c'est pour ça. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là pour vraiment vous dire que je suis vraiment là pour vous dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'il faut de l'apport aujourd'hui parce que les banques le demandent, tout simplement. Donc, il n'y a pas de sujet, quoi. Il y a Samuel qui nous demande si tu es présent en Corse avec ton équipe. Non, pas en Corse. Malheureusement. Voilà. Donc, ça répond à 2 questions. J'aimerais bien. On est en train de démarrer Nice. Je vous remets le lien. Je vous l'ai remis dans le chat, le lien pour prendre un rendez-vous pour ceux qui sont intéressés. Mais non, on n'est pas en Corse. On est dans pas mal de villes en France, mais pas en Corse. Oui. Est-ce que tu peux faire un petit commentaire sur le plafonnement des loyers à Paris? Bien sûr. Le plafonnement des loyers à Paris, il existe depuis 6 ans, je pense, 5-6 ans maintenant. Donc, il y avait eu le plafonnement, il avait été attaqué, il a été supprimé, il a été réinstauré. Nous, on gère à peu près 1000 appartements en gestion locative. On a eu 2 contestations en 6 ans. Donc, c'est quelque chose que les locataires ont le droit de contester. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous louez un logement, l'État a dit je mets le plafonnement des loyers, mais je laisse la possibilité au propriétaire, si c'est écrit dans le bail, donc il faut formaliser le bail de la bonne façon, on a le droit de mettre un complément de loyer pour caractéristiques de confort, caractéristiques, etc. Donc, en fait, on va simplement documenter. On va écrire loyer de base 500 €, complément de loyer 100 €, parce que là, on va écrire tout ce qui est non obligatoire en location meublée, parce que j'ai ajouté une télé, parce que le logement est rénové, parce que. Et c'est contestable techniquement, c'est-à-dire qu'un locataire a le droit de contester. Je vous le dis, on a eu 2 cas
en 6 ans. Mais en vérité, il faut passer par une commission de conciliation. Là, on montre des photos de l'appartement, etc., etc. On montre qu'effectivement, ce n'est pas un appartement lambda, qu'il a été rénové, que c'est bien fait. Et là, la commission peut soit aller dans le sens du locataire, donc vous octroyer une remise qui va de 50 € sur votre loyer. Bon, vous l'avez compris, sur 1000 logements sur le track record qu'on a, ça représente très peu de cas. Et dans les 2 cas, on a une fois où ça a été refusé, une fois où ça a été accepté, la locataire est partie dans la foulée. On est en location meublée, donc en fait, techniquement, on est sur des baux de 1 an, tacitement renouvelables. Donc dans l'absolu, même s'il y a des conditions pour résilier un bail en location meublée, on peut toujours essayer de changer le locataire et trouver des solutions. Donc l'enjeu est très faible, même si effectivement ça existe. Et d'ailleurs, je crois que c'est 55 ou 60% des annonces lambda sur le marché qui ne respectent pas l'encadrement des loyers aujourd'hui à Paris. Voilà. Donc, c'est pas une mesure. Il y avait aussi une question sur... je vais essayer de poser 2 questions dans une. À partir de combien on peut commencer à travailler avec toi pour un investissement? Et tu as parlé d'honoraires tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette, peut-être pourcentage, ou combien ça va coûter de passer par investissementlocatif.com aujourd'hui? Ouais, alors nous, on démarre sur des projets maintenant autour de 100 000 € tout inclus. Donc tout inclus, achat, travaux, ameublement, honoraires, frais de notaire. Mais par contre, il faut savoir que quand on est non-résident, ça c'est un petit point important. C'est ce que je veux dire va être horrible, mais les banques n'ont pas envie de faire des trop petits dossiers. C'est-à-dire que si vous me dites, enfin si c'est pas à moi, hein, moi je serais très content de vous accompagner, mais si la banque, si vous allez voir une banque et que vous lui dites, bah voilà, je suis non-résident, je veux investir en France, la banque va vous dire super, ok, je peux vous accompagner, voici les conditions. Et là, vous allez dire, bah ouais, mais je vais faire un projet qui est à 80 000 €. Là, la banque va vous dire, en fait, c'est trop petit. Je ne le fais pas. Et les courtiers aussi, en fait, ça ne les intéresse pas parce qu'il n'y a pas assez d'enjeux pour eux. Donc, la bonne réponse sera peut-être à partir de 120 à 150 000 € tout inclus, pour être réaliste. Nous, on démarre plus bas que ça pour des résidents fiscaux français. Si on arrive à trouver le partenaire bancaire qui suit, on est très heureux de vous accompagner à partir de 100 000 €. Donc, c'est un ticket d'entrée, encore une fois, global, avec tous les frais dedans, qui est plus faible que ce qu'on avait il y a quelques années. Il y a quelques années, on commençait à 150 000 et on arrive à faire de très beaux projets maintenant qui finissent à 100 000 €. Voilà. Ça, c'est le premier point. Ouais. Ah, vas-y, continue, excuse-moi. Le deuxième point, tu m'as interrogé sur nos honoraires. Donc, nous, on facture un pourcentage du projet total puisqu'on va gérer chaque étape pour vous. Et ce pourcentage-là est de 8,4% TTC, 7% hors taxe sur le projet. Donc, il faut faire le calcul en fonction du montant du projet. Si, bien sûr, on arrive sur des projets très importants en nombre de montants ou si on est sur des clients récurrents, on a une grille dégressive, ça, on pourra en reparler si c'est votre souhait d'accélérer vraiment et de faire un patrimoine important avec nous. Mais le prix, c'est ça, c'est 8,4% du montant du projet, en sachant que nos honoraires vont passer en déduction si vous êtes au LMNP réel, donc en déficit si vous êtes au LMNP réel, donc ça va venir gommer des loyers imposables, si vous êtes LMP également, et si vous êtes en SCI-LIS, ça va également passer en charge. Donc en vérité, le vrai coût de la délégation par rapport à si vous faites les choses tout seul, il n'est pas de 8,4%, mais il est bien moindre. Pour schématiser, encore une fois, ça dépend de votre taux marginal d'imposition de plein de choses. On va dire que ça peut vous coûter par exemple 50% de ce qu'on va vous facturer, puisque vous allez récupérer en économie d'impôt au fur et à mesure des années grâce au mécanisme du déficit, par exemple, ou LMNP réel ou LMNP. Voilà. Donc le coût de la délégation, nous on facture 8,4%, ça passera en charge, alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même payer, mais le coût réel par rapport au fait de faire le projet tout seul est bien moindre et on est là pour faire gagner de l'argent aussi à chaque étape du projet. Donc c'est un investissement et ce n'est pas une charge. Super. Merci. On a déjà dépassé il commence à se faire tard en France. On a déjà bien dépassé l'horaire qui nous était prévu. Donc, j'ai bien entendu vu, il nous reste encore beaucoup trop de questions. Il y avait pas mal de gens aujourd'hui. On va exporter ces questions-là et puis moi, je les enverrai à l'équipe de Manuel. Donc, voilà, il y aura, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, peut-être que vous recevrez des nouvelles de gens qui sont dans l'équipe de Manuel. Donc, voilà. Et juste pour présent, vous n'êtes toujours pas présent dans les dom-tom parce que c'est souvent une question qu'on a très régulièrement. J'ai même des gens qui m'écrivent pour nous demander. Apparemment, les dom-tom sont à la mode, surtout pour, je crois, les gens qui sont aux États-Unis. Donc voilà, j'essaie de balayer les questions. Ouais, ce qui est compliqué, hein, pour reprendre l'intervention de Logan tout à l'heure, c'est hyper intéressant. Et franchement, j'aimerais bien avoir une discussion avec chaque investisseur, je le rencontre souvent. Après, chaque cas est différent et particulier. Donc tout à l'heure, Logan parlait d'exit tax.
j'ai jamais entendu un non-résident me parler de ce point-là, mais peut-être parce que vous êtes aussi étranger et que peut-être c'est spécifique au Canada. Mais je ne vois pas le lien avec le fait de détenir de l'immobilier en France, de payer une exit tax. Ce qui peut se passer régulièrement, en fait, pour vous répondre sur la fiscalité, parce que c'est un sujet vraiment important et il faut bien comprendre ce qu'on fait, c'est que globalement, la fiscalité se fait dans le pays où se trouve le bien. Ça, c'est la logique fiscale de base. Or, pour éviter la double imposition, si vous êtes, par exemple, que vous vivez dans certains pays, par exemple les États-Unis, je sais qu'il y a eu des changements avec le Brexit en Angleterre, vous allez avoir des revenus locatifs en France et grâce à ce que je vous expliquais au régime LMP et LMNP, vous n'allez pas être imposé finalement. Enfin, vous allez être imposé, mais à 0 €. Donc, là, ce qu'il faut voir à ce moment-là, c'est comment ça va se passer dans votre pays de résidence. Parce que votre pays de résidence peut dire, moi, mon calcul d'imposition des revenus locatifs aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait le même calcul. Il peut y avoir des prises en compte de charges, d'amortissement, etc. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Or, vous payez 0 en France, peut-être que vous auriez dû payer, selon le calcul américain, je n'importe quoi, 1 000 € d'impôts. Et là, effectivement, à ce stade-là, les États-Unis peuvent vous dire, bah voilà, il va peut-être falloir payer. Donc après, la règle, c'est qu'il y a des conventions fiscales entre chaque pays. Donc, il faut regarder, se plonger dans la convention fiscale. On pourra vous conseiller, nous, à notre maximum. On n'est pas fiscaliste. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant, et Romain vous a mis en relation, d'interroger un fiscaliste spécialisé. Bon, il y a des cas particuliers. J'avais fait un webinaire uniquement avec de la fiscalité franco-suisse, avec une fiscaliste franco-suisse. N'hésitez pas, si vous avez des questions là-dessus, à me soumettre, si vous me dites, bah voilà, moi ça m'intéresserait d'avoir un webinaire juste sur la fiscalité immobilière franco-américaine, on pourra faire des cas d'études, etc. S'il y a beaucoup de gens qui me le demandent, faites-nous des feedbacks. Je serais très heureux. Ah oui, je vous ai dit que je vous laisserai mon mail, je vais vous le laisser tout de suite. Je vous le mets dans le chat. Mon mail, c'était mr comme Manuel Ravier, @investissement- donc c'est le trait d'union, locatif.com. Je vous le mets dans le chat, comme ça vous pouvez m'écrire en direct, n'hésitez pas. Je ferai, soyez indulgents sur les délais, je vais essayer de répondre à tout le monde cette semaine, mais je reçois pas mal de questions. Voilà, n'hésitez pas, encore une fois, je le redis, à me rejoindre et à me suivre sur Instagram, où je partage plus de ma vie perso d'investisseur entrepreneur, sur LinkedIn, sur YouTube, où on a 400 vidéos de conseils, donc c'est énormément de temps qu'on a investi avec Mickaël, mon associé, pour vous faire des choses. On a une web TV avec des intervenants qui sont des notaires, on fait intervenir des notaires, des fiscalistes, des avocats, on a vraiment essayé de faire un contenu qualitatif. N'hésitez pas aussi à nous faire des feedbacks. Voilà, j'espère que je vous ai transmis ma passion l'immobilier, en tout cas. J'espère que vous avez apporté des solutions. Et je finirai là-dessus, peut-être, Romain, si tu me le permets. Ce que je veux vraiment, en tout cas, avec cette conférence, c'est que vous puissiez plus faire partie de ceux qui disent « si j'avais su ». Si j'avais su que c'était possible d'investir il y a quelques années, j'aurais lancé le projet et aujourd'hui, peut-être que mon patrimoine serait différent. Peut-être que vous vous dites déjà ça, certains, par rapport à des amis qui ont investi il y a 5 ans, il y a 10 ans. Bah, moi, je vous dis juste passer à l'action avec nous ou sans nous, en le faisant tout seul. Mais passer à l'action pour ne pas faire partie de ceux qui, dans 5 ans, dans 10 ans, se disent bah, si j'avais su, si j'étais passé à l'action, si je n'avais pas repoussé, bah, je me serais lancé. Peut-être que j'aurais un patrimoine beaucoup plus important et puis que ça me serait au service de ma vie et de ma famille. Voilà, c'était mon mot de la fin. Merci à tous encore une fois d'avoir été autant à être présents. Merci Manuel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre salon Bien Vivre aux États-Unis. Donc pour ceux que ça intéresse de venir aux USA, où que vous soyez dans le monde, venez nous rejoindre nombreux. Vous verrez dans les newsletters et infolettres des actus à ce sujet-là. Donc c'est toute la semaine prochaine. Merci encore, bonne soirée, bonne journée où que vous soyez dans le monde et continuez de nous suivre sur French Morning Media Group. À bientôt. Au revoir. À bientôt.